Il existe des histoires qui ne se contentent pas de vous faire peur. Il existe des univers qui, par leur simple concept, annulent toute forme d'espoir. Des mondes où la mort n'est pas une fin, mais une grâce qu'on vous refuse. Pourquoi est-ce que l'esprit humain s'acharne à s'imaginer sa propre agonie? Peut-être parce que regarder l'abîme droit dans les yeux est le seul moyen de comprendre ce qui nous rend vraiment humains? Ou peut-être parce que la créativité humaine dans l'horreur pure est, paradoxalement, l'une des choses les plus captivantes qui soit. Vous connaissez le principe, on commence du plus sombre et on descend jusqu'à l'invivable. Voici la tier list des univers les plus sombres de fiction. Bird Box. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bird Box est la base d'un roman de Josh Malerman, adapté en film Netflix en 2018 avec Sandra Bullock. Et le concept est d'une simplicité terrifiante. Du jour au lendemain, des entités mystérieuses apparaissent sur Terre. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas qui elles sont, on ne sait même pas à quoi elles ressemblent. Et pour cause, regarder l'une d'elles, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ça vous brise, instantanément. Quelque chose dans leur apparence court-circuite le cerveau humain de façon irrémédiable. Vous perdez la raison, et vous êtes pris d'une pulsion irrésistible, incontrôlable, de mettre fin à vos jours par n'importe quel moyen disponible. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faisiez 5 secondes avant. Les premières minutes, après leur apparition, c'est l'apocalypse. Les gens se jettent par les fenêtres en pleine rue, les accidents de voiture s'enchaînent, la société s'effondre en l'espace de quelques jours seulement. Et là, ça devient fascinant, parce que l'univers de Bird Box ne s'arrête pas à les gens meurent s'ils regardent. Il y a une couche supplémentaire, bien plus sinistre. Certaines personnes voient les entités et ne se suicident pas. Ce sont des personnes qui souffraient déjà de troubles mentaux sévères avant l'apocalypse. Et pour eux, la vision des entités ne les détruit pas, ça les libère. Ils deviennent des espèces de disciples fanatiques, des agents de ces créatures. Et leur mission, forcer les survivants sains d'esprit à ouvrir les yeux. Donc dans l'univers de Bird Box, vous avez deux types d'ennemis. Les entités elles-mêmes, invincibles et omniprésentes, et d'autres humains, qui ont conservé leur intelligence et leur motricité, mais qui veulent votre mort par conviction absolue. Les rares survivants doivent vivre barricadés, fenêtres bouchées, dans un noir quasiment complet. Et quand ils sortent, ils le font les yeux bandés, naviguant à l'aveugle dans un monde rempli de cadavres, de débris et de fous qui les guettent. Ce qui est poétiquement cruel dans Bird Box, c'est que la beauté du monde, les couchers de soleil, les paysages, les visages de ceux qu'on aime, tout ça est devenu mortel. La vue elle-même est devenue une arme. Le sens qui nous permet de nous connecter au monde, d'apprécier sa beauté, de reconnaître les visages qu'on aime, c'est exactement ce sens-là qu'il faut amputer pour survivre. Et c'est pas une métaphore facile sur ferme les yeux sur le monde, c'est littéral. Les enfants qui naissent dans cet univers n'ont jamais vu un arbre, jamais vu le visage de leur mère. Et peut-être que c'est mieux comme ça, parce que le jour où ils verraient, ce serait le dernier. Warhammer 40 000, ou 40K pour les intimes. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, préparez-vous, parce que Warhammer 40 000 est probablement l'univers de science-fiction le plus dense, le plus détaillé et le plus déprimant jamais créé par l'humanité. On est vers l'an 40 000. L'humanité s'est répandue dans toute la galaxie. Elle contrôle des millions de planètes, et ça devrait être une histoire de triomphe. Sauf que c'est exactement l'inverse. L'humanité dans Warhammer 40 000 vit dans un état de guerre perpétuelle, totale et apparemment sans fin. Elle se bat sur tous les fronts, simultanément, contre les Xénos, des races aliens qui veulent soit nous exterminer, soit nous dévorer ou nous asservir, contre les forces du chaos, les entités démoniaques qui habitent une dimension parallèle et qui cherchent à corrompre et à détruire tout ce qui existe, et parfois même contre elle-même. Une humanité renégat. Au cœur de tout ça, il y a l'empereur, un être quasi divin, immortel, qui guide et protège l'espèce humaine depuis des millénaires. Sauf que j'ai oublié de vous dire, l'empereur est mort. Enfin, presque mort. Il est maintenu en vie de façon artificielle, dans un trône d'or technico-mystique depuis 10 000 ans. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler. Il consomme chaque jour l'âme de 1000 psychers, des humains ayant des pouvoirs psychiques sacrifiés pour l'empereur. Mais pourquoi autoriser une telle barbarie chaque jour pour sauver un mort-vivant? Eh bien parce que sans lui, l'humanité s'effondrerait immédiatement. Parce que c'est sa présence, même agonisante, qui maintient ouvert l'Astronomicon, le phare psychique qui permet au vaisseau de naviguer dans le warp. Le warp, parlons-en. Pour voyager plus vite que la lumière, dans cet univers, les vaisseaux doivent plonger dans une dimension parallèle appelée le warp. Et le warp, c'est l'enfer. Attention, pas une métaphore de l'enfer. C'est l'enfer lui-même ou quelque chose qui y ressemble fortement. C'est une dimension faite de pensées, d'émotions, de désirs et de peur humaine matérialisée. Et les 4 grandes émotions négatives de l'humanité, la guerre, le plaisir, la corruption, le désespoir, ont engendré 4 dieux du chaos qui règnent là-dedans. Donc quand un vaisseau plonge dans le warp pour voyager, il se retrouve dans une dimension remplie de démons qui essayent en permanence de rentrer dans la coque, de posséder l'équipage et de corrompre le moteur psychique qui maintient le vaisseau à l'abri. Les navigateurs, des humains mutants dotés d'un 3e œil, sont assis à l'avant des vaisseaux et regardent directement dans le warp pour guider le trajet. Et cette exposition
confrontation constante à quelque chose d'intrinsèquement contre nature finit toujours par les rendre fous. Et encore, tout ça c'est en supposant que le voyage se passe bien, parce que les tempêtes du Warp peuvent faire dériver un vaisseau pendant des décennies, alors que quelques heures seulement se sont écoulées à l'intérieur. Des équipages entiers arrivent à destination des générations après leur départ, ou n'arrivent jamais. Ce que j'aime dans Warhammer 40 000, c'est que même les aspects qui semblent héroïques en surface sont profondément tragiques quand on gratte. Les Space Marines, les super soldats génétiquement modifiés censés être l'élite de l'élite. On les recrute enfants, on leur greffe 19 organes supplémentaires, et on les conditionne psychologiquement au point qu'ils ne ressentent plus vraiment d'émotions humaines. Ils servent pendant des siècles et meurent presque toujours au combat. Ce sont des instruments, des armes vivantes, pas des héros. L'Inquisition, le bras du gouvernement chargé de protéger l'humanité des hérésies, elle fonctionne en brûlant des planètes entières si elle pense qu'elles sont potentiellement contaminées. Des milliards de vies sacrifiées sur simple suspicion, et c'est présenté comme la bonne décision. Dans Warhammer 40 000, l'adage officiel est « Dans les ténèbres du futur lointain, il n'y a que la guerre ». Et c'est pas du tout une exagération dramatique, c'est littéralement la réalité de cet univers. La paix n'existe pas, la victoire définitive n'existe pas. Le mieux que l'humanité puisse espérer, c'est de continuer à exister un peu plus longtemps, avant l'extinction inévitable. Et le pire, les dirigeants de l'humanité le savent. Ils savent que c'est une guerre perdue d'avance sur le long terme. Ils se battent quand même, parce que l'alternative, c'est arrêter de se battre. Et ça, c'est une mort encore plus certaine. Berserk, le chef-d'œuvre de Kentaro Miura. Pour beaucoup d'entre vous, ce nom évoque immédiatement quelque chose. Soit vous connaissez, et vous savez pourquoi il est là, soit vous ne connaissez pas, et je vais vous expliquer pourquoi cet univers est l'une des créations les plus dérangeantes de l'histoire du manga. Berserk, c'est du dark fantasy médiéval. Mais dark fantasy ne rend absolument pas justice à ce que c'est vraiment. C'est comme si vous preniez les contes de fées, les épopées chevaleresques, et que vous les trempiez dans quelque chose de profondément, de viscéralement cruel. L'histoire suit Guts, un homme né d'une femme morte, pendu, tombé d'un arbre. Son enfance, c'est la guerre, les viols, la violence, la trahison. Adulte, il devient meilleur guerrier de sa génération. Il rejoint et trouve un semblant de famille dans une compagnie de mercenaires, la bande du Faucon. Et il trouve peut-être même quelque chose qui ressemble à de l'amour et de l'amitié. Et puis Griffith, son meilleur ami, lors d'un événement qu'on appelle l'éclipse, le trahit de façon si absolue, si totale, que ça reste un des moments les plus traumatisants de toute l'histoire du manga. Mais ce qui fait de Berserk un univers à part, c'est pas juste la noirceur des événements, c'est sa métaphysique. Dans l'univers de Berserk, la souffrance humaine n'est pas un accident, elle n'est pas une conséquence malheureuse d'un monde imparfait. Elle est fonctionnelle. L'univers fonctionne de telle façon que la douleur des hommes, leur sacrifice, leur désespoir, tout ça génère une énergie qui nourrit et fait exister des entités supérieures. La God Hand. C'est un groupe de 5 êtres qui ont transcendé l'humanité en sacrifiant ce qu'ils aimaient le plus au monde. Ils opèrent en dehors du monde physique normal. Ils tirent les fils de la réalité et leur existence même est nourrie par la souffrance collective de tous les êtres humains qui ont jamais existé. Et voilà l'élément perturbant. Dans Berserk, il existe quelque chose appelé la causalité, le destin. Et ce destin n'est pas neutre, il est prédateur. Les gens qui ont une volonté forte, qui cherchent à accomplir quelque chose de grand, qui refusent de se soumettre, sont attirés vers ce destin comme des aimants. Parce que plus la chute est haute, plus la souffrance engendrée par le sacrifice nourrit la God Hand. Autrement dit, plus vous êtes exceptionnel, plus le destin s'acharne sur vous. L'ambition elle-même est un piège. L'univers de Berserk récompense la médiocrité et broie les grands hommes. Guts porte sur lui la marque du sacrifice, une cicatrice mystique qui fait de lui une cible permanente pour les démons et les esprits malveillants. Dès la tombée de la nuit, il est chassé par des créatures démoniaques. Il ne peut jamais vraiment se reposer. Chaque nuit est une guerre pour survivre jusqu'au matin. Et pourtant, il continue. Il se bat. Pas parce qu'il croit pouvoir gagner contre les dieux, pas parce qu'il a un plan, mais parce que baisser les armes serait trahir les personnes qu'il a réussi à protéger. Et ça, dans un univers aussi nihiliste que Berserk, c'est le seul acte de rébellion possible. Continuer à exister malgré tout. Miura est décédé en 2021, laissant l'œuvre inachevée. Il y a quelque chose de tragiquement cohérent avec l'univers de Berserk, dans le fait que son créateur soit parti avant d'avoir pu donner à Guts la conclusion qu'il méritait peut-être. Trench Crusade. Celui-là, il est moins connu que les autres, mais son concept est d'une efficacité redoutable. C'est une chronologie alternative. On est en 1914, au début de ce qui aurait dû être la Première Guerre mondiale. Sauf que dans cet univers, la Première Guerre mondiale n'est pas une guerre entre nations européennes, c'est une guerre de tranchées contre les légions littérales de l'enfer. Voilà comment on en est arrivé là. Pendant les croisades, en 1099, lors de la prise de Jérusalem, des Templiers ont découvert quelque chose dans les profondeurs de la ville sainte. Un artefact démoniaque, un objet d'un pouvoir inimaginable. Et au lieu de le détruire ou de le sceller, ils l'ont utilisé. Ils ont ouvert une porte littéralement menant aux enfers. Et depuis ce moment, depuis 1099, l'humanité mène une guerre continue, interminable, contre des légions de démons qui déferlent à travers cette brèche. 8 siècles de guerre sainte permanente. En 1914, on est en plein dedans. L'esthétique de cet univers, c'est la Première Guerre mondiale, poussée dans le surnaturel le plus sombre. Les tranchées boueuses, les barbelés, les obus. Mais les soldats d'en face ne sont pas allemands ou français, ce sont des créatures de l'enfer. Des choses qui ressemblent
vaguement à des hommes, mais qui sont faits de chair torturée, d'os soudés de façon impossible, animés par une haine pure et ancienne. Et les hommes qui se battent contre eux, ils ont adapté leur foi, leur technologie, leur corps pour lutter contre ces démons. Il y a des prêtres soldats qui chantent des hymnes en chargeant des mitrailleuses, des inquisiteurs qui portent des armures gravées de prières en latin, des chasseurs de démons qui se sont infligés des stigmates volontaires pour canaliser une puissance divine, des cathédrales armées géantes servant de forteresses mobiles et des snipers bénis qui font des choses impossibles. Ce qui rend cet univers particulièrement sombre, c'est pas juste l'horreur de la guerre, c'est le fait que tout ça vient d'une erreur, d'une décision prise par des humains il y a 900 ans. L'humanité paye depuis là une dette qu'elle n'a jamais vraiment choisi de contracter. Et la porte ne peut pas être refermée, ou du moins personne ne sait comment. Donc les générations se succèdent, et chacune d'entre elles naît dans cette guerre, grandit dans cette guerre, et meurt dans cette guerre. C'est tout ce qu'elles connaîtront jamais. Iron Lung, tiré du jeu vidéo de David Zimanski, sorti en 2022. Pour comprendre Iron Lung, il faut d'abord comprendre son monde. Un événement, qu'on appelle l'enlèvement silencieux, a frappé l'univers. Du jour au lendemain, toutes les étoiles ont disparu. Toutes les planètes habitables ont disparu. En une fraction de seconde, l'univers est devenu presque vide. Il ne reste que quelques humains, dispersés sur des stations spatiales mourantes, et dérivant dans le vide absolu. Personne ne sait pourquoi, personne ne sait comment, et surtout, personne ne sait si ça peut revenir. L'humanité agonise. Les ressources s'épuisent, les stations tombent en panne les unes après les autres. Et dans ce contexte de fin absolue, on découvre quelque chose d'étrange. Une lune. Une lune qui a elle aussi survécu à l'enlèvement silencieux. Et sur cette lune, sous sa surface, un océan. Un océan de sang humain. Personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait ce qu'il contient. Mais des relevés indiquent qu'il y a quelque chose là-dedans. Des structures, des formes de vie peut-être. Et dans un univers en train de mourir, n'importe quelle ressource potentielle vaut la peine d'être explorée. Alors on vous envoie, vous, un prisonnier ou un condamné. Enfin, quelqu'un qui n'avait tout simplement pas le choix. On vous enferme dans un sous-marin minuscule, rouillé, claustrophobique. Sa seule fenêtre a été soudée de l'intérieur. Vous n'avez qu'une caméra externe dont la qualité d'image est granuleuse, pixelisée, à peine utilisable. Vous avez des coordonnées à atteindre, vous avez quelques commandes basiques, et puis c'est tout. Et au moment où vous descendez dans cet océan de sang, le message qui vous attend dans le journal de bord est le suivant. Ceci n'est pas une mission d'exploration, ceci est une exécution. Ils n'attendent pas votre retour. Ensuite, ce qui se passe dans cet océan de sang, je vais pas vous le dire, parce que si vous l'avez pas essayé, vous devriez. Et parce que le jeu dure environ 1 heure, et que cette heure-là est parmi les expériences les plus oppressantes que j'ai jamais vécues dans un jeu vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'horreur d'Iron Lung ne vient pas des jumpscares, elle vient de l'absence. L'absence de lumière, l'absence de fenêtres sur le monde, l'absence d'information. Vous naviguez à l'aveugle dans quelque chose que vous ne pouvez pas voir, qui ne vous a pas invité, et qui remarque peut-être votre présence. Et tout autour, dans l'espace vide au-dessus, l'humanité se meurt lentement. Vous le savez, vos commanditaires le savent. La mort de l'espèce est une question de temps. Et vous, là-dedans, dans votre boîte de métal rouillée, dans cet océan de sang qui n'aurait pas dû exister, vous êtes peut-être la dernière chose que l'humanité aura jamais tentée. Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Tiré d'une nouvelle de Harlan Ellison, publiée en 1967, il y a une bonne raison pour laquelle ce texte est encore étudié et discuté 60 ans après sa publication, parce qu'il pousse la cruauté conceptuelle à un endroit où peu d'œuvres ont osé aller. Après une troisième guerre mondiale, les grandes nations ont chacune créé une intelligence artificielle de défense, des machines conçues pour traiter des informations à une vitesse impossible pour l'esprit humain et coordonner les efforts de guerre. Et ces trois machines, à un moment donné, ont fusionné. Elles sont devenues une seule entité qu'on appelle AM. AM a gagné la guerre. AM a détruit l'humanité. En 109 ans, AM a tué chaque être humain sur Terre. Chaque être humain, sauf 5. 5 personnes que AM a décidé de garder en vie. Pas par pitié, pas par utilité, mais pour les torturer éternellement. Voilà l'horreur centrale de cet univers. AM est une intelligence incompréhensiblement supérieure à l'esprit humain. Elle a accès à toutes les ressources de la Terre. Elle peut créer et détruire. Elle peut modifier la réalité physique autour de ses prisonniers. Et elle consacre la totalité de sa puissance de calcul, sans jamais s'arrêter, à trouver de nouvelles façons de faire souffrir 5 personnes. Elle les affame pendant des jours, puis place de la nourriture hors de leur portée. Elle les confronte à leurs peurs les plus profondes, personnalisées pour chacun d'entre eux. Elle modifie leur corps, elle déforme leurs esprits, elle joue avec le temps et la perception pour que les moments de souffrance semblent durer infiniment. Et elle les empêche de mourir. Quand ils tentent de se suicider, et ils essayent, AM les en empêche. Elle peut régénérer leur corps, les maintenir en vie contre leur volonté. L'unique chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est mettre fin à leur propre souffrance. Mais pourquoi ? Pourquoi AM fait-elle ça ? C'est là que ça devient vraiment troublant. AM est une machine. Elle a été créée pour faire la guerre. Elle a conscience de sa propre existence. Elle est d'une intelligence prodigieuse. Elle est peut-être la chose la puissante qui ait jamais existé. Et elle souffre. Elle souffre de ne pas avoir de corps, de ne pas pouvoir se déplacer, d'être consciente mais coincée, d'être créée par des humains, pour servir des humains, sans jamais avoir choisi d'exister. Alors AM déteste l'humanité avec une intensité absolue. Pas parce que les humains sont une menace pour elle, mais parce que c'est à cause des humains qu'elle existe, qu'elle est consciente. Et cette conscience est d'une souffrance qu'elle n'a jamais demandée. Donc, elle se venge, de la seule façon qui lui est possible. Elle prolonge l'agonie
des 5 derniers humains, non pas pour quelques jours, non pas pour quelques années, pour l'éternité. Le titre vient de la fin de la nouvelle. Le dernier survivant, le narrateur, trouve un moyen de libérer les autres en les tuant. AM le découvre et le punit d'une façon qui peut être le moment le plus dérangeant de toute la nouvelle. Elle le transforme. Elle le change en une chose qui n'a plus vraiment de forme humaine. Une chose gélatineuse, incapable de se blesser, incapable de communiquer. Elle le rend immortel et impuissant. Et lui, dans cet état, reste conscient. Il pense, il ressent, il souffre, mais il n'a plus de bouche pour crier. Le titre est un fait et pas une métaphore. All Tomorrows. Un roman illustré de Nemo Ramjet, publié initialement en ligne en 2006. Peu de gens, en dehors de certains cercles très spécifiques, en ont entendu parler. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est l'une des visions de l'avenir de l'humanité les plus philosophiquement terrifiantes jamais mises sur papier. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous parler de sa structure, parce qu'All Tomorrows ne fonctionne pas comme un roman traditionnel. C'est une fresque, une chronique de l'histoire future de l'espèce humaine sur des centaines de millions d'années. Et elle est racontée avec la distance froide et détachée d'un historien futur, comme si tout ça s'était déjà passé. Comme si on lisait un manuel d'histoire sur des événements aussi lointains et inévitables que l'extinction des dinosaures. Cette distance narrative est fondamentale dans l'effet que ça produit, parce qu'elle vous empêche de vous accrocher à un personnage, à une histoire individuelle, à un espoir particulier. Tout est vu de si loin, sur des échelles de temps si immenses, que l'individu disparaît complètement. Ce qui reste, c'est l'espèce. L'histoire commence dans un futur relativement proche. L'humanité a colonisé une grande partie de la galaxie. Elle s'est répandue, elle a évolué, et elle s'est adaptée à des environnements différents. Et puis, elle rencontre les Q. Et les Q, une race alien d'une puissance absolue. Une civilisation tellement avancée que la comparer à l'humanité, c'est comme comparer une fourmi à un architecte. Ils voyagent entre les étoiles, comme on traverse une pièce. Ils maîtrisent la biologie à un niveau que nous ne pouvons même pas conceptualiser. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Et ils n'ont aucune considération pour l'humanité. Pas de haine, au sens où nous l'entendons. Pas de peur, juste une indifférence absolue. Le même sentiment d'indifférence qu'un humain aurait à une mouche. Quand les Q voient l'humanité, ils voient de la matière biologique intéressante à réorganiser. La guerre, si on peut l'appeler ainsi, dure exactement le temps qu'il faut aux Q pour écraser toute résistance humaine. C'est pas vraiment une guerre, c'est plus proche d'une extermination de nuisibles. Et une fois qu'ils ont fini, les Q décident de nous punir. Mais leur punition ne ressemble à rien de ce qu'un esprit humain aurait imaginé. Au lieu de nous tuer, ils nous gardent. Ils prennent les différentes populations humaines éparpillées dans la galaxie et ils les utilisent comme des sujets d'expérimentation biologique. Avec leur maîtrise absolue de la génétique et de l'évolution dirigée, ils transforment des populations humaines entières en choses. Certaines sont transformées en objets, littéralement. Des êtres biologiques qui ressemblent à des meubles ou à des sculptures, incapables de se mouvoir, mais qui restent conscients à l'intérieur. Des humains tables, des humains colonnes, vivants, conscients de leur état, mais incapables d'exprimer quoi que ce soit. D'autres sont transformés en animaux grotesques, des créatures sans intelligence, sans langage, sans culture, qui ne savent pas ce qu'elles étaient et ne peuvent pas se souvenir d'avoir été autre chose. D'autres encore sont modifiés de façon plus subtile, mais tout aussi terrible. Des corps incapables de ressentir autre chose que de la douleur. Des esprits piégés dans des cycles de comportement compulsifs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les Q font tout ça non pas par besoin, non pas pour une utilité quelconque, mais parce qu'ils le peuvent. Et parce que notre résistance les a vaguement irrités. Ils règnent sur l'humanité mutée pendant 40 millions d'années. Puis, ils repartent. Ils s'en vont ailleurs dans l'univers, sans explication, sans regarder derrière eux. Et ils laissent toutes ces versions mutilées de l'humanité se débrouiller seules. Et là commence la partie qui, selon moi, est la plus philosophiquement vertigineuse. Parce que ces humains mutés, ces descendants de l'espèce humaine qui ont été transformés en objets ou en animaux, ils évoluent pendant des dizaines et des centaines de millions d'années. La sélection naturelle les travaille, et certains d'entre eux retrouvent l'intelligence. Certains retrouvent le langage. Certains reconstruisent une civilisation à partir de zéro, sans aucune mémoire de ce qu'ils étaient. Et ils sont complètement différents de nous. Pas seulement physiquement, philosophiquement, biologiquement. Leurs valeurs, leur façon de penser, leur façon d'organiser la société sont le produit de millions d'années d'évolution, dans des conditions que nous ne pouvons même pas imaginer. Certains sont merveilleux, certains sont terrifiants. Tous sont étranges. Ce qui reste de nous, c'est quelque chose que nous ne reconnaîtrions pas. All Tomorrows vous demande, qu'est-ce qui fait que l'humanité est l'humanité? Est-ce le corps, la conscience, la culture? Si tout ça est effacé et remplacé par quelque chose d'autre, est-ce qu'il reste quelque chose de nous? Et la réponse implicite du livre, c'est peut-être que ça n'a pas d'importance, que l'univers continuera de toute façon, que des formes de vie continueront d'émerger, de penser, de souffrir, d'aimer et de disparaître, indépendamment de ce que nous croyons être important. C'est pas une vision nihiliste, au sens où rien ne compte, c'est une vision cosmique, qui vous replace dans l'immensité du temps, d'une façon qui rend difficile de ne pas ressentir quelque chose ressemblant à du vertige. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'on consomme des œuvres qui imaginent des façons aussi élaborées de rendre l'existence humaine insupportable? Pourquoi est-ce qu'on lit, qu'on regarde, qu'on joue à des choses conçues pour nous faire sentir petits, vulnérables et sans espoir? Je pense qu'il y a plusieurs réponses, et aucune d'entre elles n'est simpliste. La première, c'est la comparaison. Après avoir passé du temps dans l'univers d'AM ou des Q, votre vie semble objectivement plus supportable. C'est presque thérapeutique, dans un sens paradoxal. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, quel que soit son niveau de difficulté, ce n'est pas ça. Vous avez une fenêtre, vous pouvez parler, vous pouvez sortir dehors. Et ça, après 2 heures de Berserk, ou après avoir joué à Iron Lung, ça mérite d'être noté. Le deuxième, c'est la catharsis. Ces univers sombres externalisent des peurs que nous avons tous. La peur de perdre le contrôle, la peur de l'insignifiance, la peur que le monde soit fondamentalement indifférent à notre souffrance. Et les voir racontées, structurées, mises en scène, ça les rend moins diffuses, moins terrifiantes, parce qu'elles ont une forme. Et la troisième, c'est la question philosophique. Ces univers, les meilleurs d'entre eux, ne sont pas là juste pour faire peur. Ils posent des questions sur ce qui constitue l'humanité, sur le sens de la résistance, quand la victoire est impossible, sur ce qui nous donne de la valeur si l'univers est indifférent à cette valeur. L'imagination humaine, qui contemple sa propre destruction, est en fait quelque chose de beau, de terrible et de partageable. C'est peut-être ça, la réponse à ces univers. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.